Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiants, aux enseignants. Il s'adresse à tous ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Je m'appelle Philippe Bronheisen, je suis étudiant en 4e année, nouvellement A5 à l'ENVT, donc École nationale vétérinaire de Toulouse. Et je tenais d'abord à vous remercier d'avoir été si nombreux à écouter le premier podcast, que vous soyez étudiants, enseignants, membres du personnel ou même juste famille de gens qui ont participé au podcast et qui ont quand même apprécié entendre la voix de leurs proches. J'espère que ce second podcast vous plaira tout autant. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer vos retours, vos avis, vos questions et vos suggestions à chroniquesdutouche@gmail.com ou alors sur notre page Facebook directement. Et n'hésitez pas à aller nous mettre un like afin de ne pas rater les prochaines émissions. Voilà. Et donc je suis avec Nicolas Jousserand. Bonjour, Nicolas Jousserand, je suis enseignant-chercheur à l'école vétérinaire de Toulouse. Et pour ce nouveau numéro du podcast des Chroniques du Touche, aujourd'hui on a deux invités de marque. On reçoit Xavier Nouvel, qui est maître de conférence en pathologie de la reproduction ici à l'école vétérinaire de Toulouse. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Et Enrique Dumas, qui est donc ingénieur à la direction des systèmes de l'information, également à l'école vétérinaire. Donc bienvenue parmi nous. Eh bien, merci, bonjour à tous. Alors, petite question rituelle avant de commencer, est-ce que vous avez des animaux de compagnie ? Oui, moi j'ai un chat, enfin plus exactement c'est le chat des voisins que mon fils a kidnappé aux voisins. Ils sont partis en vacances et puis le chat nous a adoptés. Le voisin ne nous en veut pas, enfin s'il nous entend, il sait qu'il voit son chat et que son chat vit bien chez nous et donc on est ravis d'avoir ce chat maintenant à la maison. Très bien, un joli sauvetage donc presque. Enfin il n'était pas abandonné vraiment mais... Pas tout à fait, mais on n'a pas pu choisir le prénom, donc elle s'appelle Saphir. C'est pas si mal, ça va. Ça aurait pu être pire. Je connais des chats qui s'appellent Madame Jeanne ou des choses comme ça, quoi. C'est vrai. Et donc, Enrique, toi, est-ce que tu as des animaux ? Alors, non, moi, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas d'animal. Bon, j'ai un enfant tout à fait charmant et très très sage, un Pokémon. Et quand même, quelque part, j'ai des chats qui passent dans mon jardin laisser des petits cadeaux souvenirs. Donc voilà, donc je les croise de loin. Je leur fais pas souvent coucou. Merci beaucoup pour ces quelques précisions. On vous a demandé, selon le rituel de ce podcast, qui existe depuis quand même 2 épisodes maintenant, de venir avec des suggestions culture. Donc, est-ce que vous en avez apporté ? Alors, oui, moi j'en ai apporté une, puisque dernièrement j'ai fait l'acquisition d'une intégrale de bande dessinée, qui n'est pas tout à fait récente, ça date de 2002, qui s'appelle Andy et Gina. Donc c'est le dessinateur Relhomme, Olivier Morel, chez l'éditeur Fluide Glacial. Alors je vais vous lire un petit résumé de la bande dessinée, qui est plutôt, on va dire, humour noir. Ouais, carrément. Alors Andy et Gina sont 2 garnements de la campagne qui multiplient les mauvais coups les uns après les autres. La petite peste Gina entraîne Andy vers les pires bêtises, décapiter les oiseaux, jeter le chien familial dans le puits, etc. Ah ouais. Les 400 coups de ces chenapans les amènent à de drôles de rencontres. Andy et Gina, une succession de courtes histoires dans lesquelles ces 2 bambins vivent de drôles d'histoires et font d'étranges rencontres. Voilà, donc en fait, de mon côté, alors je suis pas tout à fait ce genre de BD là, moi, je suis plutôt, on va dire, science-fiction, fantasy. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est vraiment distrayant, beaucoup d'humour, de l'humour noir surtout, des histoires décalées. Des gags assez glauques. La fameuse expression pas de bras, pas de chocolat est totalement bien illustrée. Voilà, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est plutôt, voilà, en ce moment, c'est plutôt, on va dire, divertissant. Et donc ton enfant a accès à ces BD ? Non, pas celle-là. Toutes, mais pas celle-là. C'est Peggy 18 du coup, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. Ah oui. Xavier, du coup ? Moi, je suis venu avec quelque chose de plus classique, de plus coup de cœur en fait, en lien avec ma vocation vers le métier de vétérinaire et la biologie en général. C'est un classique de Théodore Monod. C'est un humaniste qui a étudié les déserts pendant longtemps. Et donc c'est l'Émeraude des Garamantes. C'est un de ses ouvrages, mais moi je les aime tous. Et il m'a servi de modèle quand j'étais plus jeune et étudiant. Et donc je voulais partager ça avec vous. D'accord, et donc ça parle de quoi ? Alors, ça parle de plein de choses, de toute sa vie et de la façon dont il a découvert les déserts et comment on peut les aborder, qu'est-ce qu'on y rencontre. C'est beaucoup d'humanité sur la recherche de soi, de l'homme, dans ses traversées des déserts.
D'accord. C'est quel siècle C'est le siècle précédent. D'accord. Ok. C'est un homme du siècle précédent. Et puis après, j'avais une deuxième chose plus actuelle. C'est un podcast que je conseille sur les matins de France Culture. On se bagarre avec Chloé, l'assistante hospitalière de Repro, sur quelle radio choisir quand on part en ambulante. Et elle préfère la musique et moi, c'est France Culture. Et ces temps-ci, il y a une chronique que je vous conseille. C'est l'Open Panthéon, où tour à tour, ils présentent et choisissent une personne à mettre au Panthéon. Et là, récemment, c'est Marie Richeux, que j'aime beaucoup, qui a choisi Barbara, avec à Barbara, la nation reconnaissante. Et donc, je trouve sympa ce podcast et cette idée-là. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces suggestions. Et donc, podcast à écouter après le nôtre, évidemment. Oui, donc, ne quittez pas celui-ci tout de suite. Attendez la fin. Restez encore ça un commence petit peu, à peine. s'il vous plaît. Philippe, une petite suggestion culture, peut-être? Oui, alors c'est pas vraiment une suggestion, dans le sens où je vous suggère pas forcément d'aller lire ce livre, mais voilà, récemment, j'ai fini le tout dernier Stephen King, qui du coup s'appelle Après. Il faut savoir non, vous vous en fichez sans doute un petit peu, mais j'adore Stephen King, de manière générale. J'ai lu plus de 20 livres de lui, un peu toutes les époques, les anciens, les nouveaux, puisque j'ai commencé avec les récents il y a 5-6 ans. C'est un écrivain extrêmement prolifique. Chaque année, il va sortir un livre ou alors un recueil de nouvelles, et chaque année, il va réussir à vendre énormément. Et c'est quand même des livres que moi, je trouve très, très bons, même si effectivement, d'année en année, je trouve qu'il s'adoucit. Et là, on va dire qu'il a atteint un peu un stade de non-retour avec le dernier livre, j'ai l'impression, dans le sens où il manque un peu la patte du Stephen King que j'adore et que je retrouve dans la plupart de ses bouquins. Il manque la vraie part horrifique. On dirait que le scénario va un peu nulle part. On n'a pas l'impression d'aller vraiment loin en fait dans l'histoire comparé à d'habitude. Voilà, c'est un peu dommage. Par contre, comme il a déjà écrit plus de 50 romans, je pense que vous avez de quoi faire encore dans sa bibliographie. Et en tout cas, je vous conseillerais des romans de toutes ces époques. Il y a l'époque où il était alcoolique et complètement dans la drogue, mais qui sont des bouquins d'anthologie comme ça, Les Deux Volets, ou alors Shining, et des livres comme ça. Il y a aussi des livres plus récents, parce qu'il était c'était quand même pas un bisounours il y a quelques années non plus, avec la trilogie de Monsieur Mercedes, par exemple, qui sont des thrillers d'excellente qualité. Très bien, mais merci beaucoup. Donc, pas mal de suggestions encore pour cet épisode. Et donc, pour maintenant, on va passer à quelques actualités donc de l'école et puis du monde vétérinaire plus large. Donc, je vais commencer par une toute petite partie qui concerne les étudiants, mais même de manière générale l'école et le podcast nouvellement créé des Chroniques du Touche. Qu'y a-t-il de neuf en janvier 2022 ? Eh bien déjà, je pense que comme tout le monde, il ne vous a pas échappé que notre planète a récemment fini un tour de plus autour du Soleil, ce à quoi toute la population mondiale a réagi en dansant jusqu'au bout de la nuit, comme chaque année, et en prenant des résolutions dont l'espérance de vie ne dépasse pas 2 semaines, comme chaque année. Malgré un contexte sanitaire encore extrêmement tendu, les fêtes de cette fin d'année ont connu moins de restrictions que celles de l'an dernier, et on espère que vous avez pu les passer en famille. Force est de constater que les vœux de 2022 ressemblent étrangement à tous ceux que nous avons pu connaître en 2021. Ça a quelque chose de déprimant, comme si nous avions passé une année sous cloche, en sursis. Alors je tiens tout de même à vous rappeler qu'il y a un paquet de bonnes nouvelles à retenir de 2021. Il y a eu des avancées sociales, comme par exemple la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans, l'abolition des terribles mais pourtant bien réelles thérapies de conversion. Il y a eu des avancées médicales, évidemment on pense au vaccin à ARN contre le coronavirus humain, mais également de grands progrès concernant la cure de maladies graves comme le paludisme, le cancer du sein ou encore le diabète de type 1, pour ne citer que. Je pourrais également parler du retour des États-Unis dans les accords de Paris, signe de la réadhésion à une politique climatique globale d'un des pays les plus pollueurs au monde. En culture, pour ne citer que ça, 2021 aura aussi vu une femme, française qui plus est, remporter seule la Palme d'Or du Festival de Cannes, plus haute distinction du cinéma qui était jusqu'à présent attribuée uniquement à des hommes. Sans oublier l'apparition dans l'horizon toulousain d'un podcast incroyablement qualitatif, Les Chroniques du Touche. Bref, vous l'aurez compris, pas besoin d'avoir le Covid pour être positif. On peut tout de même sortir des bonnes nouvelles de cette année bizarre. La vraie question qu'il faut se poser maintenant, c'est que peut-on espérer de 2022 ? Déjà, à l'échelle de notre école, une échéance majeure se rapproche, avec le retour de la commission A3EV à la fin avril. On ne peut que souhaiter le meilleur à l'ENVT et espérer qu'elle retrouve son accréditation. Au-delà de ça, et nous aurons l'occasion d'en discuter avec nos 2 invités aujourd'hui, l'enseignement supérieur est un tournant dans sa structure et sa philosophie, avec la démocratisation de nouveaux supports et de nouvelles technologies. La vie étudiante également gagne en structure et en diversité à l'école, année après année. La profession vétérinaire elle-même est en plein changement, avec de plus en plus de vétérinaires salariés et non plus associés, avec l'avènement aussi de grands groupes de cliniques qui déferlent sur l'Europe. Bref, 2022 sera pour bon nombre d'entre nous une croisée des chemins, une année qui, comme toutes les autres, Covid ou pas Covid, comportera 365 jours que nous pourrons chacun décider de mettre à profit comme il nous semble. 2022 sera peut-être l'année où vous atteindrez vos rêves, et si ce n'est pas le cas, espérons au moins que vous vous en rapprocherez au maximum. Les Chroniques du Touche seront là pour vous accompagner à travers cette année, qui promet de ne pas être de tout repos. Bravo. Bravo. Oui. Merci. Je trouve que c'est bien quand même de positiver sans être positif Covid.
Ça Ouais. me paraît bien. C'est ça. On a quand même les masques autour des micros. On est sérieux. Ah ouais. Notre référent de Covid sera fier de nous. Alors justement, en restant dans l'actualité Covid, un petit coup de projecteur sur la participation de l'école vétérinaire à l'effort collectif pour éviter un éventuel nouveau confinement ou de nouvelles mesures, c'est la participation à la vaccination contre le Covid, puisque, comme vous le savez sans doute, les vétérinaires ont été autorisés très tôt à vacciner des humains, sujet qui a pu inquiéter certains, rassurer d'autres. Et donc, pour être exemplaire dans cette stratégie-là, nous avons proposé de vacciner, à commencer par nos semblables, donc nos étudiants et notre personnel, mais aussi toute personne qui était susceptible de recevoir une injection. Et donc actuellement, sur place, il a été remis en service une ligne pour vacciner, pour donner la 3e dose à ceux qui le souhaitaient, dans le cadre de cette vaccination Covid. Donc c'est encore actif en ce moment. Et donc, si ce n'est pas fait, nous vous encourageons à aller chercher votre 3e dose en vous inscrivant directement via le CHU de Toulouse, puisque c'est avec eux que nous réalisons cette opération. Oui, c'est vrai. N'hésitez pas à venir. Et c'est après, pour ceux aussi qui souhaitent participer de l'autre côté, moi j'ai participé déjà quand on avait commencé ça l'an dernier au CHU de Purpan. Et c'est une expérience très, très enrichissante, moi j'ai trouvé, de vacciner des gens en tant que vétérinaire. Ouais, parce que vous avez tous les deux vacciné, là, si je dis Ouais, pas de bêtises, tout des à êtres fait. humains. Qu'est-ce que ça fait? Comment c'est? Ça bouge pas déjà, beaucoup moins en tout cas. Oui, les aiguilles sont très fines. Ouais. Et ils ne bougent pas. Je suis pas fait griffer. Exactement, Non. exactement. Pas un seul coup de pied. Pas besoin de traitement antibiotique après une journée de travail, quoi. Oui, c'est ça. Et puis je sais pas, on doit le faire à peu près bien, parce que mes collègues que j'ai vaccinés ne se sont pas plaints. Idem, donc oui, je pense que ça doit quand même avoir une certaine technique. Alors je discutais hier avec une des infirmières qui était présente et qui m'expliquait qu'on avait finalement beaucoup moins d'appréhension à passer la peau que certains de nos collègues de médecine humaine, pharmaciens ou pompiers, et que probablement l'injection était moins douloureuse parce qu'on allait plus vite à passer la peau avec cette appréhension qui était peu présente chez les vétérinaires. Donc, c'est sûrement un élément qui doit guider. Enrique, je sais pas si tu t'es fait vacciner par des vétérinaires. Alors, pas encore, mais jusqu'à fin janvier, je peux faire la 3e injection. Donc, je vais tenter le coup. Donc là, maintenant, je suis rassuré. J'espère que je ferai pas waf-waf après, quoi. Pour l'instant, ça va. On n'a pas encore assez de recul sur la méthode pour savoir d'ici quelques mois, mais normalement, c'est... Non, mais les personnes extérieures à l'école vétérinaire étaient quand même très contentes de pouvoir venir participer à cela, enfin en tout cas venir se faire vacciner ici, et sans aucune appréhension. Et donc c'était quand même intéressant de noter que le vétérinaire a quand même la confiance du public, de manière générale. En tout cas, ceux qui étaient venus gardaient toute leur confiance. Là, j'avais lu dans les mails que c'était la famille proche des membres de l'école. Est-ce que ça s'est élargi? Est-ce que tout le monde peut venir ou... Il y avait des personnes qui étaient envoyées par le CHU, en fait, comme on fait partie des D'accord. lignes qui sont sur l'hôpital, ils pouvaient... je vais chercher le mot. Voilà. C'est le Très CHU qui nous aiguille, enfin Qui qui aiguille des patients éventuellement s'il n'y a plus de place ou de créneau. D'accord. Je crois que notre créneau il est essentiellement réservé aux soignants. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. s'il n'y a pas de place là-bas, ils peuvent dire aux gens vous avez un créneau à D'accord. l'école Veto. Ok. Donc C'est c'est le surtout, CHU qui gère les rendez-vous. Ouais, donc quelqu'un peut pas juste venir au pif et se Non. faire vacciner, Ouais. quoi. Quand même plus compliqué que ça. D'accord. Xavier, il me semble que tu voulais nous parler d'un projet qui s'appelle le projet Hercule. Et oui, je trouvais que c'était l'occasion rêvée puisqu'on va parler de technologie et de pédagogie et que hier et avant-hier, Pierre Sens, notre directeur, et Jean-Philippe Jegg étaient à Dijon pour le lancement de ce projet Hercule 4.0. Hercule 4.0, c'est un projet porté par Agrinium. Donc Agrinium, c'est une alliance de l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur et de l'INRAE aussi. Et l'objectif, c'est de penser la place du numérique dans l'enseignement de manière globale. Donc c'est un projet qui est quand même doté de 7 millions d'euros et dans lequel il y a 12 partenaires. Donc il y a 12 partenaires et il y a les 12 travaux d'Hercule avec 12 actions qui visent à voir quelle peut être la place du numérique et du numérique au sens large, c'est-à-dire numérique, digital, tout ça, dans l'enseignement supérieur du ministère de l'Agriculture. Donc pour nous, c'est une opportunité d'évoluer et de partager les différentes pratiques avec les autres écoles. Donc c'est l'école de Dijon, là, AgroSup Dijon, qui est le porteur du projet et qui mène les choses parce qu'ils sont très avancés là-dessus. Et ils ont une grosse équipe avec 8 équivalents temps plein là, dédiés simplement à l'appui pédagogique pour le numérique. Mais je pense que là, les 12 partenaires, on va tous pouvoir bénéficier des expériences de chacun. Ça va nous faire avancer sur ça et je trouve ça engageant et encourageant. Super, donc on suivra ça avec beaucoup d'attention dans le futur. Alors très concrètement, ça va se traduire par des avancées qui pourront être vues par les étudiants, par les membres du personnel. Ah oui, alors donc c'est un projet qui va durer 4 ans. Donc c'est 7 millions d'euros, là c'est un budget sur 4 ans. Là-dedans, il y a 40 000 euros pour l'école Veto au sens strict. Puis y participent des gens de la DSI, donc des services informatiques de chez nous, Pierre Sens, des enseignants-chercheurs, Louis Daval de la bibliothèque. Et ça va découler sur des mises en pratique d'outils numériques ou digitaux. Donc ce sera peut-être une participation à ce dont on va parler après, des escape games et la mise à disposition
pour l'enseignement, donc des étudiants et des enseignants, de lunettes, réalité augmentée, réalité virtuelle, mais aussi de l'aide dans la mise au point d'outils. Et donc, par exemple, dans la salle de simulation, on a des outils d'enregistrement, des QR codes et des liens avec Moodle. Tout ça, là, ce projet va nous aider à la digitalisation de notre enseignement. L'évaluation des compétences aussi sera intégrée dedans. Enfin, c'est vraiment un projet vaste et global. Et l'objectif, c'est de faire ce qu'ils appellent un démonstrateur idéal type, c'est-à-dire l'établissement numérique du futur. Qu'est-ce qui sera si on combine les expériences de tous ces établissements entre eux et qu'on voit la force de cette synergie pour voir qu'est-ce que sera demain. Enrique, tu fais partie de ce projet ou... Et pour l'instant, j'ai pas d'informations. J'espère que oui. Comme ça, je le dis devant tout le monde. J'espère que oui. Mais bon, probablement. Ah bah oui, je pense. Très bien. On va suivre donc ce projet-là avec beaucoup d'attention dans le futur et puis qui laisse augurer effectivement beaucoup de perspectives intéressantes. Je vous propose que l'on passe à la partie consacrée à un de nos invités en particulier, donc un qui va passer sur le grill, à savoir Xavier. Donc Xavier, on a préparé quelques petites questions pour toi, pour essayer de mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt à subir cette attaque ? Ok. Je suis prêt, oui. Bon, c'est des gentilles attaques, normalement. En tout cas, tu fais très bien la surprise parce que tu es clairement prévenu à l'avance. Alors Xavier, comme beaucoup de gens dans cette école, tu as une tare, tu es vétérinaire. C'est vrai. Et donc on se demandait, finalement, à part te lever à 5 heures tous les matins pour aller fouiller des vaches, quelles sont tes missions à l'ENVT ? Ah oui. Mais c'est vrai que je me lève tôt le matin pour aller fouiller les vaches. Tôt, tout est relatif. C'est vrai que pour Florian Twitou, par exemple, il trouve que c'est très tôt. Mais après, c'est une question d'habitude. Tu as répondu à mon premier mail à 5h12 du matin. Ah, peut-être, c'est possible. Ouais. Ça m'a marqué. On est repéré. Hein. Le numérique, vraiment, c'est pas si bien que ça. Ça enregistre tout. Et donc, mes missions, c'est l'enseignement de la pathologie de la reproduction, essentiellement l'obstétrique et la gynécologie des ruminants. Donc, ça me fait me rappeler, Nicolas, je ne sais pas si tu te souviens, nous avons réalisé une césarienne de vache ensemble. Je me rappelle très bien parce que déjà c'est ma première. J'étais en première année, donc ça m'a particulièrement marqué. Et oui, c'est vrai. Et donc ça a été une grande aventure parce qu'on a eu la chance d'avoir des vélages sur l'école vétérinaire, dans les vaches de physio. Tout à fait. Et voilà, donc ça peut être mon quotidien, l'obstétrique. Et après, j'ai d'autres missions. Donc, je fais de la recherche, de la bactériologie, de l'infectiologie sur les mycoplasmes de ruminants. Et ensuite, je suis aussi chargé de mission par la direction pour le développement de l'enseignement par simulation. Et donc, de ce fait, le responsable de la salle de simulation Simuvette, qui se trouve au bâtiment 6.5 sur le beau site de l'école vétérinaire de Toulouse. Et oui, dont on va reparler un petit peu plus loin, puisque bien entendu, c'est un sujet très intéressant, cette salle de simulation. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans les grandes lignes qui t'ont permis d'en arriver jusqu'à cette position que tu as actuellement à l'école ? Ah, depuis donc l'âge de 6 ans Oui, à peu près. 6 ans et demi, on va dire. C'est possible. Parce que c'est à peu près l'âge de la naissance de ma vocation pour devenir vétérinaire. À 6 ans, je voulais être clown ou vétérinaire. Et donc, tu as fait les deux. Et donc, voilà, je fais les deux, parce que je suis enseignant-chercheur. Ça me permet de nouer les choses. Donc, après un parcours... après le concours, finalement, j'ai intégré l'école vétérinaire de Toulouse et je suis du sud-ouest et je suis resté dans le sud-ouest. Je ne suis pas beaucoup sorti du sud-ouest, un petit peu quand même. Au cours de mes études, moi, je suis rentré passionné par la mixte. Mes grands-parents étaient éleveurs laitiers dans le Pays Basque et donc ma motivation, c'était d'être vétérinaire mixte avec une forte passion pour l'activité libérale. Et puis, à l'école, j'ai découvert la recherche et Théodore Monod. Et voilà. Et là, j'ai été attiré un peu par la coloniale et puis Théodore Monod, Paris, le muséum. Et donc, j'ai voulu un peu approfondir la clinique et je voulais faire de la recherche clinique. Je me suis dirigé vers un Master 2, qu'on appelait DEA à l'époque, au muséum. Et puis, ils n'ont pas voulu de moi, donc ça a été compliqué. J'ai donc fait un autre Master, là, à l'Institut Pasteur. Et du coup, est née une vocation pour l'infectiologie, la recherche. J'ai travaillé sur la tuberculose humaine en République centrafricaine. Donc, c'était le côté colonial. Enfin, j'étais à Paris, mais... Et c'était en relation avec l'Institut Pasteur de Bangui. Et puis, la clientèle et la clinique me manquaient face à cette recherche. Donc, j'ai carrément reviré. D'abord, je suis parti en clientèle dans les Pyrénées-Atlantiques, où j'ai exercé comme vétérinaire mixte. Et puis, j'ai eu l'occasion, comme j'avais exprimé lors de mes études que l'enseignement ne me déplairait pas, que le professeur Berthelot m'appelle et me dit, voilà, écoutez, on a Marc Marinda qui part en Australie. Est-ce que ça vous intéresserait de venir pour être enseignant contractuel le temps de son départ ? Bon, moi, j'étais entre deux contrats, là, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Bon, allez... pourquoi pas ? Tente l'aventure. Tu avais quel âge à l'époque ?
J'avais quel âge c'est secret, ça. Il faut que je fasse un savant calcul. J'avais 28 ans. Oui, Quelque d'accord. chose comme ça. Ok. Ouais, c'était en 2005. Et puis voilà, j'ai fait une thèse d'université sur les mycoplasmes. Et puis je me suis passionné pour la pathologie de la reproduction. Initialement, j'aurais été plutôt pathologie des ruminants, moi, pathologie du bétail. Mon idole, c'était François Schellcher. Mais je m'y suis retrouvé tout à fait en reproduction. Et puis après, alors pour continuer ce parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu un moment où je me suis dit, mais j'ai quand même pas fait assez de clientèle pour l'enseigner. J'avais du mal à me dire, mais elle enseigne des choses, mais j'en ai fait un peu, oui, d'accord, mais pas vraiment. Alors, du coup, je suis parti en disponibilité, en clientèle, encore dans les Pyrénées-Atlantiques, mais au Pays Basque, en clientèle mixte complète, c'est-à-dire un tiers rural, un tiers équine, un tiers canine, pour remettre les bottes là et pour vivre vraiment le métier de vétérinaire libéral. Et là, donc, j'étais collaborateur libéral. Et puis, au bout d'un moment, la recherche m'a manqué. Puis, j'étais dans une zone où la rurale était vraiment en chute constante, donc j'aurais pu persister en faisant de l'équine et de la canine, mais je suis revenu vers la recherche et voilà, je suis content aujourd'hui de pouvoir faire les deux, et clown et vétérinaire, et enseignant et chercheur. Tu parlais de ton expérience de praticien libéral, y compris du coup dans des espèces qui ne sont pas tes espèces de prédilection, si je comprends bien, donc le cheval, les carnivores domestiques. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience libérale, par rapport à ton métier actuel d'enseignant-chercheur? Est-ce que ça t'a amené peut-être du réalisme dans ce que tu enseignes? Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit? Qu'est-ce que tu en tires? Oui, moi, ça m'a permis de garder les pieds sur terre et dans les bottes. Parce que quand j'étais étudiant, je trouvais qu'à l'école, là, les enseignants, ça planait fort par rapport à la réalité. Moi, j'allais pas mal en stage, en clientèle. Et le fait d'y aller moi-même, ça m'a rassuré un peu sur ce fait que j'en suis ou j'en étais encore capable. Et de vraiment être concret après dans mes enseignements par rapport à la réalité. Ça, c'est vraiment le premier apport. Le deuxième apport, c'est, tu dis mes espèces de prédilection. Moi, la canine, toujours... je n'ai jamais été fermé à la canine, c'est la découverte de l'équine. Ça, pour moi, ça a été quelque chose de très intéressant parce que j'ai eu fait du poney quand j'étais jeune, comme beaucoup d'entre nous probablement, mais je n'étais pas du tout à l'aise avec le cheval et pas du tout intéressé par l'équine quand j'étais étudiant. Et là, le fait de l'avoir vécu, je me suis dit, mais finalement, cette activité-là dont tout le monde dit, les propriétaires sont compliqués, c'est difficile, je ne l'ai pas vécu comme ça finalement. J'ai découvert des gens intéressants et une médecine intéressante, une médecine de grands animaux où on peut aller loin. Alors après, j'ai pas fait de l'équine en Normandie, mais on avait quand même des éleveurs de pur sang ou autres sur la clientèle. C'était pas que des poneys de propriétaires, comme le disent les poufs des queens. Mais c'est finalement une aventure humaine. Et ça, c'est aussi une des bases de ma vocation, finalement. Moi, je ne mets pas l'animal au centre, mais je mets l'homme et la femme au centre, enfin l'humain au sens général. Moi, je mets l'humain avant tout, quelle que soit la médecine, qu'elle soit rurale, canine ou équine, finalement, c'est une rencontre avec un animal, d'accord, qu'il faut intégrer, mais avant tout avec un propriétaire. Et c'est ça ma motivation, c'est ce que j'aime bien. Et c'est ce que je retrouve ici avec les étudiants. C'est aussi un contact que je trouve intéressant et enrichissant. Est-ce que tu conseillerais aux autres enseignants, à tes collègues, de ne pas hésiter à sortir, d'aller faire une expérience à l'extérieur? Est-ce que tu penses que ça serait presque indispensable pour finalement savoir de quoi on parle quand on enseigne? Je pense que c'est important. Ça se faisait peut-être beaucoup plus avant, quand on était étudiant et ceux d'encore avant moi, sortaient beaucoup plus jeunes et beaucoup plus tôt. En clientèle, ils faisaient des remplacements alors qu'ils étaient encore étudiants. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est pas la faute des étudiants, c'est plus pensable par rapport aux exigences et aux attentes du métier de vétérinaire. Et donc, c'est vrai que ça me semblerait important que, pour enseigner, au moins, on ait été voir ce qu'on enseigne. Mais ça, c'est le problème partout, c'est la même chose, quelle que soit la discipline. Ouais. François Schellcher disait avec un peu de sarcasme ici, on est tous vétérinaires, mais il y en a qui le sont plus que les autres. Après, je pense que c'est ça aussi la richesse du corps enseignant, c'est qu'il y a une diversité et c'est ça qui fait aussi tout un intérêt. On voit bien que tu as des positions très intéressantes et très réfléchies, en tout cas sur ta pédagogie et sur l'enseignement en général. À ce sujet, la salle de simulation, c'est un petit peu ton bébé, comme tu le disais plus tôt. Es-tu satisfait de comment le projet s'est développé depuis un an ? Depuis sa création en fait et sa naissance réelle, c'était il y a un peu plus d'un an, c'est ça, si je dis pas de bêtises? C'était, voyons, alors parce qu'avec le confinement, maintenant, j'arrive plus à compter. Je crois que c'était fin 2019. Oui, d'accord. Qu'on a dû ouvrir la salle, là, dans la moitié du musée, c'est-à-dire dans le 6.5. Ah, donc ça fait déjà 2 ans, en fait. C'est vrai que c'est moi qui ne sais plus compter, en fait. Je pense. Mais après, il y a eu le confinement, il y a eu des phases d'arrêt. Alors, je suis satisfait aujourd'hui de l'avancée, oui. Mais après, je suis un perfectionniste, donc par nature, je
je deviens insatisfait. C'est-à-dire que j'espère que ça ira plus loin. Donc déjà, plus loin, c'est où? Parce que pour l'instant, la salle de simulation, elle est essentiellement dédiée à l'apprentissage de gestes techniques, de répétition sur des mannequins. Mais pour moi, quand j'avais accepté cette mission pour l'enseignement par simulation, à l'époque par Isabelle Schmittlin, notre directrice de l'époque, je lui avais dit, moi, je ne veux pas faire la même chose qu'à Alfort et à Nantes. Enfin, je veux bien qu'on ait une salle de simulation avec des peluches et qu'on fasse ça. Mais pour moi, la simulation, c'est aussi plus que ça. C'est la simulation pleine échelle et c'est l'apprentissage aussi de gestes non techniques et la mise en pratique de situations complexes auxquelles il n'y a pas forcément une seule réponse à adopter. Et donc, ça doit être aussi, comme ça se fait en médecine humaine, du patient standardisé, de l'entraînement à annoncer une mauvaise nouvelle. Et donc, pour travailler aussi les soft skills et savoir se placer là-dessus, sur des choses où il n'y a pas forcément une réponse. Sur quel tube faut-il choisir pour faire telle analyse biochimique et comment faut-il poser un cathéter, la réponse est uniforme et claire. Mais sur comment faut-il annoncer à un propriétaire que ça va lui coûter tant ou que ça va être difficile de faire quelque chose, tout ça, il n'y a pas une façon de faire. Il y en a plein, mais il y a peut-être aussi des façons de ne pas faire, enfin, des choses à éviter. C'est ça que peut apporter la simulation, à mon avis. Pouvoir aborder toutes ces choses-là pour être beaucoup plus serein après en clientèle. Parce que le gros 80%, c'est de la relation humaine. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles. On est très technique. On forme des techniciens, mais après, c'est de la technique qu'il faudra mettre en pratique. Et je pense que la simulation peut aider à ça. Autrefois, on parlait du bon père de famille et on pensait que c'était automatique. C'est-à-dire que le vétérinaire, on le formait en 4 ou 5 ans dans une école vétérinaire. Et puis après, il était bon père de famille. Donc, il savait gérer un budget, il savait gérer une entreprise. Et il savait gérer ses émotions, il savait gérer les clients, il savait gérer la communication. C'était inné. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas être ça. Donc, on a besoin de s'entraîner à ça. Et je pense que la simulation est une bonne solution. Et alors justement, tu parlais des autres écoles. Alors moi, j'ai un petit peu d'expérience avec celle d'Alfort, où effectivement, c'est plus du technique également. Mais je crois qu'ils ont aussi en développement ce genre de simulation avec des personnes qui peuvent venir jouer le rôle d'un propriétaire à qui il faut annoncer une nouvelle, ce que tu viens d'expliquer. Comment est-ce qu'on se situe à l'ENVT par rapport aux autres salles de simulation? Alors en France, bien sûr, mais peut-être aussi plus large si tu as des expériences en Europe ou en dehors. C'est vrai qu'à Alfort, effectivement, ils ont toute une partie communication, enseignée, simulation, je crois, ils appellent ce truc-là. C'est pas porté par les mêmes personnes que la salle de simulation gestes techniques, mais c'est vrai que ça existe. Et donc, c'est vers ça qu'on doit aller. Alors, où c'est qu'on en est par rapport aux autres écoles? C'est Oniris et Nantes qui ont été les pionniers là-dessus, avec et Alfort, c'est les deux pionniers en France. Et après, Lyon et Toulouse, on a suivi. Mais on a suivi sur l'aspect salle de simulation réunie dans un seul lieu. Mais en fait, l'enseignement par simulation, on y a recours depuis bien longtemps et depuis Bourgelat. Et le cheval d'Ozou qu'on a chez nous au musée, c'est déjà de l'enseignement par simulation. Voilà. Donc, on était un peu comme Monsieur Jourdain. On faisait de la simulation sans le savoir. Et là, maintenant, pour que ce soit vraiment lisible et vu par tous, on a une unité de lieu. Et après, on a un encouragement aussi à ce que l'ensemble des enseignants contribuent à ce type de développement. Tu disais que la simulation, elle existait déjà du temps de Bourgelat. Est-ce que c'est vraiment le futur maintenant de l'enseignement vétérinaire et de l'enseignement tout court? Est-ce que tu penses que ça va être amené à prendre une part prédominante dans l'enseignement, étant donné l'amélioration des moyens techniques, technologiques associés? Alors oui, ça va prendre une part grandissante. La première raison, c'est par rapport au bien-être animal. L'avantage de la simulation, c'est jamais la première fois sur l'animal. Les futurs vétérinaires étudiants ou les vétérinaires, ça leur permet de s'entraîner. Aujourd'hui, la salle de simulation, elle est essentiellement fréquentée par des étudiants des premières années, ceux qui sont frustrés de ne pas pouvoir aller en clinique. Mais en fait, elle devra être fréquentée par des A5, des A6, des internes et des vétos et pouvoir servir de la formation continue. Le développement des technologies là, est impressionnant, au réalisme qui peut être recréé. Et donc, à mon avis, pour un entraînement et pour de meilleures pratiques, ça me paraît une solution du futur. Pour ceux qui ne connaissent pas la salle de simulation dans l'école, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas amenées à la fréquenter, qui ne l'ont pas découvert. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut apprendre, de ce sur quoi on peut s'exercer dans la salle de simulation? Alors, on peut aujourd'hui s'exercer à plein de choses en gestes techniques. On peut s'entraîner à poser un cathéter, faire une prise de sang, à faire un frottis, donc des analyses de base en biologie clinique. On peut s'entraîner à faire des palpations transrectales, juments, vaches. On peut s'entraîner à pratiquer les soins aux nouveau-nés. On a un agneau et un
un veau. On a des mannequins aussi que l'on peut ventiler, sur lesquels on peut s'entraîner, à l'intubation endotrachéale. Tout ça pour acquérir après une meilleure dextérité. Sur l'enseignement d'obstétrique, ça permet aux étudiants de gagner en confiance, d'un côté, par la réalisation des gestes indépendamment de l'animal, et après de gagner en dextérité. Il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer, voilà. Est-ce que la pratique de la simulation vient remplacer une séance pratique sur le terrain, ou est-ce qu'elle est venue s'ajouter à ton enseignement tel qu'il était avant la salle de simulation? Ah oui, alors les deux, forcément. En partie, ça s'est ajouté. C'est-à-dire qu'on a ajouté des choses que l'on ne faisait pas avant, en amont. Et puis, ça a remplacé d'autres choses. On utilise moins l'animal. On le sollicite moins. Et au moment où on le sollicite, on le fait mieux. Donc, c'est à la fois quelque chose en plus, mais ça nous a permis aussi de réduire d'autres choses. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du futur de la salle de simulation? Donc, tu nous as un petit peu expliqué les soft skills que tu voulais également développer par la suite. Qu'est-ce qui va se passer à court terme, à moyen terme pour la salle de simulation? Alors, à court terme, là, on a, avec Henrik, on travaille à des projets, des chefs-d'œuvre d'informaticiens. Donc, il y a d'abord le projet des animaux en résine. On a reçu plusieurs animaux en résine. Peppa, le cochon, dont vous avez peut-être entendu parler pendant la semaine de l'accueil. Ça ne me dit rien. Accompagné de Rocinante, un cheval, et puis d'Ivoire, la vache. Elle s'appelle Ivoire, elle est toute blanche, c'est logique. Mais sur cette vache, au début, on voulait, avec Giovanni Modicato, donc enseignant d'anatomie, rajouter dessus et faire peindre quelque chose. Et donc, nous, on allait faire peindre la topographie des organes, le squelette, enfin, de quoi réviser l'anatomie. Et puis, c'est là qu'Henrik est arrivé. Quand on a parlé avec Henrik, il y a eu une explosion volcanique d'idées et de possibilités. C'est un volcan. Merci. Et là, on a une application pour téléphone intelligent, tablette ou peut-être même lunettes virtuelles qui vont permettre de regarder cette vache et en la regardant, de rajouter dessus des légendes sur un schéma. Donc il y a 3 étudiants formidables qui font leur sujet de thèse là-dessus et qui vont habiller cette vache de tissu sur lequel ils vont peindre différentes structures anatomiques et ces structures sont reconnues par l'application et donc la peinture ne sera pas légendée mais le fait de la visionner au travers du téléphone, de la tablette ou des lunettes permettra de rajouter en réalité augmentée les légendes, ce qui permettra de réviser et après ce qui permettra à Giovanni sans téléphone de questionner les étudiants, donc ça permettra un auto-apprentissage et cette application elle a été réalisée avec Henrik et un étudiant. Oui, un étudiant qui est en master IHM, interface humain-machine, qui est très très compétent, donc c'est Julien. En fait, on a eu cette idée-là de réalité augmentée sur le sujet de la vache, là, tout simplement parce que c'est dans les mœurs maintenant. On se balade dans la rue, on voit un monument, paume le téléphone, et ben voilà, ça c'est le Louvre. Je suis au musée, c'est quoi le tableau? C'est la Joconde, etc., etc. De plus en plus, on voit apparaître des reportages, de l'information sur toutes ces technologies-là. Notamment la réalité virtuelle. Alors la réalité augmentée, juste un petit rappel rapide, c'est de rajouter l'information numérique par-dessus le monde réel, donc un overlay. Typiquement dans les avions de chasse, c'est ce qu'on les pilote sur leur visière, en fait, l'information d'altitude, de vitesse, etc. La réalité virtuelle, là on est plongé complètement dans un environnement numérique en 3D, donc on peut se déplacer, tourner la tête, faire tout ce qu'on veut. Puis après, donc, ces dernières années, est apparu le concept de réalité mixte. C'est le mélange entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc dans le monde réel, en fait, on voit des objets 3D ancrés physiquement à des endroits particuliers. Donc typiquement, la réalité mixte permet, par exemple, de déposer un objet quelque part dans une pièce. On peut tourner autour, se déplacer, sortir de la pièce, on revient, il est encore là, au même endroit. Voilà. Après, il y a un dernier concept, Extended Reality, là, qui en plus englobe tout ça. J'ai pas réussi à trouver exactement ce que ça voulait dire, mais en tout cas, dernièrement, là, j'ai pu voir que Hyundai, donc c'est un grand fabricant de voitures, qui a racheté Boston Dynamics, que vous connaissez aussi, qui font des petits robots sympathiques, notamment les chiens super agiles. Ouais. Et bien en fait, eux, donc par rapport à toutes ces technologies-là, on rentre dans ce fameux métaverse. Le métaverse, c'est quoi? C'est le monde, pour simplifier, virtuel, numérique. Je suis à Tokyo, à Berlin, en Espagne. Hop, je discute avec qui je veux. Je fais des réunions virtuelles, j'ai des bâtiments virtuels, des rues. Et même en ce moment, apparemment, on peut acheter des bouts de terrain virtuels. Bon, bref. Bon, c'est que le début. Voilà. Et en fait, on prend le contrôle à distance, par exemple, d'un robot, d'un humanoïde. Donc moi, je suis à Toulouse. L'humanoïde, il est à Tokyo, par exemple. Et je vais faire une partie d'échecs avec quelqu'un. Il va en concert, le robot. C'est moi qui suis en concert. Poum, poum, poum. Bon, là, ça fait un peu science-fiction, mais en tout cas, pour dire que les technologies sont en train d'émerger autour de tous ces concepts. Donc aujourd'hui, effectivement, avec le projet là, de la vache en résine, on a commencé par un petit sujet de stage avec une application en réalité augmentée.
Bien sûr, en utilisant des technologies, on va dire standards, hein, on n'a pas révolutionné le truc, mais pour l'étudiant, c'était une première. Les étudiants, parce que y a Julien côté informatique, mais Oui. l'intérêt c'est l'aspect hybride, parce qu'il y a aussi Julie, Balthazar et Clémentine, là, donc les étudiants Veto qui travaillent sur ce projet, et ils ont pu travailler de concert avec un informaticien, et méthode agile d'Henrik, où on avance progressivement et chacun apporte sa part. L'idée, c'est qu'on avance ensemble, on communique ensemble, et comme on est tous de disciplines différentes, en fait, on s'adapte au niveau du discours, et ça, c'est super intéressant. Et donc, Julien, en fait, on lui a proposé de rentrer en apprentissage pour terminer sa 5e année avec un de ses camarades qui s'appelle Yohan. Et donc, effectivement, là, on travaille aussi pour la salle de simulation, puisque Xavier est tout à fait ouvert à toute proposition, et ça, c'est génial. Donc, on a proposé donc un escape game en version digitale, donc avec ces différentes technologies, réalité virtuelle, mixte et augmentée, avec des périphériques que l'école a achetés. Donc des casques de réalité virtuelle. Pour la réalité mixte, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, hein. Donc là, c'est un casque qui vient d'un grand éditeur de logiciels qu'on a tous sur nos ordinateurs. D'accord. Ce concept d'escape game, en fait, on veut mélanger les 3 mondes avec une histoire chapeau, des énigmes où les étudiants vont coopérer ensemble pour être amenés à faire les ateliers de la salle de simulation. Oui, il y aura du numérique, et puis il y aura aussi des ateliers à faire de manière pratique. Voilà. Donc du coup, en ce moment, on est en train de travailler sur le scénario avec des étudiantes de l'école vétérinaire. Qui sont du coup des étudiantes en thèse aussi ou... Oui. Alors pas toutes, hein. D'accord. C'est un travail d'équipe. Donc il y a les Henrik, les 2 informaticiens, et puis ces 5 étudiantes. Et donc ça permet, le fait d'avoir une équipe, que chacun s'investisse plus ou moins en fonction de son temps disponible. Donc il y en a quelques-unes qui étaient passionnées, intéressées par l'escape game, mais qui n'avaient pas trop de temps et donc qui participent et qui donnent leur rapport, mais pour qui ça ne pourra pas être un sujet de thèse. Et puis il y en a d'autres qui vont plus gérer un scénario du début à la fin, ou après même évaluer la portée pédagogique des choses, et donc tout ça, ça pourra constituer leur sujet de thèse. En fait, initialement, c'est issu d'un TD dont le but est de visiter un élevage porcin, et donc d'aider l'éleveur à résoudre un problème de cannibalisme dans une de ses salles d'engraissement. C'est un projet qui a été porté par Agrinium. Je reviens à mon Voilà, Hercule 4.0, Ouais. mais là c'était un projet 4 écoles, donc c'est les 4 écoles vétérinaires françaises qui ont travaillé à ce projet-là. Voilà, et donc maintenant on en profite aussi donc, pour présenter un petit peu toutes ces technologies-là aux étudiants pendant les TD. Donc on leur montre un petit peu les expériences en réalité mixte. Donc en fait avec 2 démos qui sont très intéressantes. Une, c'est le coronavirus qu'on peut regarder sous toutes les coutures, et puis il y a une autre, c'est en fait un squelette humain sur lequel en fait on peut changer de couche anatomique, voir les vaisseaux, les muscles, etc. Alors au début, je vois à chaque fois tous les étudiants qui sont un petit peu interloqués. En fait, quand ils testent vraiment toutes ces expériences-là, il y en a certains vraiment qui voient l'intérêt de la technologie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça marche bien, mais c'est encore très très loin de marcher parfaitement suivant ce qu'on fait, notamment la réalité mixte. Notamment, il y a une notion qu'on appelle champ de vision. Sur un casque en réalité virtuelle, on a à peu près 90 degrés, 100 degrés en horizontal, à peu près pareil en vertical. Donc bon, ça fait comme si on avait des jumelles devant soi. Par contre, en réalité mixte, avec la technologie dont on dispose ici, on est plutôt à 50 degrés. Donc c'est comme si on avait une sorte d'écran de cinéma devant soi. Ouais. Et donc forcément, dès que l'objet sort de ce cadre-là, ça coupe un petit peu l'immersion. Cela dit, à partir de cette année, en fait, l'entreprise pour laquelle on a acheté beaucoup de casques, je ne vais pas faire de pub parce que je ne veux pas avoir un procès derrière, en fait, va proposer un casque de réalité mixte. Ils vont juste, entre guillemets, rajouter 2 caméras couleurs sur le casque qui va filmer l'extérieur. Et donc, du coup, on va pouvoir rajouter des objets en virtuel dedans. Et donc, ça va permettre de baisser les coûts, de récupérer un champ de vision plus large, etc., etc. Et en parallèle de ça, on a aussi, donc là, je voulais quand même faire un petit peu de pub. Je pense que ça vaut le coup pour eux. Donc, il y a une société française qui s'appelle Le Lynx, qui a été, on va dire, démarrée il y a 2 ans par Stan Larocque, un étudiant. Donc, ils ont lancé une campagne participative sur Quickstarter. Et donc, à partir de cette année, si tout va bien, autour d'avril-mai, en fait, ils auront eux aussi une proposition de casque virtuel avec ces fameuses caméras pour filmer l'extérieur, avec une optique un petit peu différente de ce qu'on a actuellement. En réalité mixte, l'avantage que ça a, on peut toujours parler ses camarades, ses collègues, dire ce qu'on voit, c'est quand même un peu sympathique. Et en réalité virtuelle, on est quand même coupé. Alors c'est sûr que dans le métavers, on verra un avatar. On pourra se parler virtuellement, même si on est à 2 mètres. Là, c'est pas de la réalité mixte, là, c'est carrément du... Voilà, c'est toujours virtuel. Ouais, d'accord. Mais là, l'idée, c'est on est un personnage, on se voit les autres personnages qui sont dans ce monde-là, et en fait, on se voit en virtuel. D'accord. Donc ça, typiquement, un des intérêts, ce serait par exemple de faire des réunions, de se rencontrer dans des pays différents, et puis de se parler face à face. Sachant que, bon, sur le concept, il n'y a rien de novateur, ça existe déjà dans certains jeux vidéo depuis des années. Mais bon, voilà, c'est un petit peu l'avenir des technologies. Et donc, par rapport justement à l'escape game aussi, en plus de l'histoire, les ateliers, ça va nous permettre aussi de présenter ces technologies-là
aux étudiants de l'école vétérinaire, leur montrer aussi ce qu'on peut faire peut-être dans le futur. Notamment, on en parlait tout à l'heure, on a fait un petit point entre nous. Par exemple, pour la chirurgie, on serait équipé d'un casque de réalité mixte. Et en même temps qu'on opère l'animal, on a de l'information sur, je sais pas, son battement de cœur. On est en visio avec un collègue qui a une spécialisation qui peut nous aider, etc., etc. Voilà. Et tout ça sans changer de gants, parce que du coup, on a simplement une visière devant nous. D'accord. Et après, l'après d'après, il y a des sociétés, alors je ne sais plus leur nom, mais qui travaillent sur des projets de lentilles qui intègrent toute la mécanique pour voir en réalité mixte. Alors, je ne raconte pas le truc. On sera bionique. Et d'ici 1 an ou 2, là, je pense qu'on va avoir des projets super sympas. Et en fait, la difficulté, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de se rendre compte l'intérêt que ça peut donner de l'utiliser. C'est-à-dire que, typiquement, la réalité mixte, tant qu'on ne l'a pas testé, et je pense que vous aviez pas en témoigner, on a beau en parler, pourquoi pas. Au niveau marketing, évidemment, c'est toujours... c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais bon, en réalité, c'est pas ça. Mais une fois qu'on l'a testé, on peut voir le potentiel. Il y a quand même beaucoup d'obstacles techniques encore à franchir, notamment un qui revient souvent, c'est le phénomène de cinétose, donc le mal au cœur. Oui, d'accord, j'allais demander ça. Voilà, donc parce que en fait, on est tous sensibles à tout ce qui est 3D. On n'a pas la même acceptation de ces images-là. Et puis après, il faut mettre quelque chose sur soi. Bon, c'est un petit peu intrusif. Mais bon, globalement, ça va dans la miniaturisation, dans la performance aussi. On va avoir de plus en plus de périphériques performants. Typiquement dans la simulation type automobile, là où c'est génial, c'est que on tourne la tête, on voit le concurrent nous dépasser. On est vraiment plongé dans l'immersion totale, quoi. Et donc, par exemple, dans le monde vétérinaire, on peut imaginer d'avoir des visites virtuelles d'élevage, mais où on est complètement dans un monde avec des faux animaux qui se baladent partout. Un éleveur virtuel, on me pose des questions, il dit voilà, je suis pas bien, voilà. Tout ça pour l'enseignement, par exemple. Et donc ça fait vraiment rêver. Par exemple, ce qui m'a fait rêver, j'ai visité la salle de simulation de l'université de Pretoria, ça fait 400 mètres carrés pour de la simulation vétérinaire. Et là, avec Henrik, je me dis, mais finalement, comme on peut tout recréer en virtuel, les 400 mètres carrés, on va les virtualiser. Et puis, oui, voilà. Carrément. Voilà, après, toujours pareil, ce qu'on me disait un peu tout à l'heure pour les ateliers, là, le virtuel, le mixte ne remplacera jamais la réalité. Donc c'est vrai que, par exemple, je ne serai jamais pilote de Formule 1 en m'entraînant en réalité virtuelle. Peut-être que ça pourrait arriver, mais je n'y crois pas trop. Mais en attendant, ça permet d'avoir une bonne idée de ce qu'on va faire, comment ça va fonctionner. Je pense qu'en plus, le fait de le vivre, on est plus attentif, plutôt que d'être derrière un écran. Et puis après, évidemment, dans le futur du futur, on imagine des réunions, par exemple, comme on fait aujourd'hui, là. Et malheureusement, moi, je suis à Tokyo, je suis avec vous en hologramme. Oui. Alors, et ça changera tout en termes d'immersivité, parce que c'est vrai que par rapport à tous ceux qui ont vécu la période de confinement et le basculement, pour ceux qui vont en amphi, que je remercie et que j'invite à assister au cours en amphi, quand on a basculé en cours à distance, enfin je vois les vidéos qui durent, c'est très dur à suivre. Oui. Là, l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus immersif. On y est dedans, on le vit, quoi. Alors que la visio simple, on a le casque, on entend, mais puis au bout d'un moment, on fait autre chose. On est sur son canapé, en pyjama, on s'endort, on change. Là, quand on a vécu ce truc-là, ça met un sourire terrible, ces expériences-là. Si on rentre dans le truc, avec même des montées d'adrénaline, quoi. En plus, comme je le disais, de montrer des choses, on va dire, un petit peu scolaires, entre guillemets. On fait aussi des présentations de jeux pour montrer vraiment ce que c'est en termes de, notamment la réalité virtuelle. Et en fait, aujourd'hui, notamment, je ne l'ai pas dit, mais en termes d'immersion, ces périphériques aussi sont capables de reconnaître les mains, et notamment en réalité virtuelle, je trouve ça assez bluffant de voir ses propres mains et manipuler des objets. Typiquement, il y en a une, en fait, on est dans un labo, alors c'est un petit peu ambiance, on va dire, fantastique, hein. On doit débloquer des petites énigmes, et en fait, nos mains font office de joystick, et ça change tout. Donc là, c'est les mains sans commande, sans manette, sans rien du tout, quoi. Mains, voilà. Ah oui, c'est incroyable ça. Et par-dessus ça, on a aussi des fabricants, des entreprises, des startups qui travaillent sur des périphériques pour donner des sensations de toucher, notamment des gants haptiques. On met les gants et en fait, on a des petits moteurs qui, quand on prend un objet, vont simuler en fait qu'il y a de la résistance. Il y a des startups là qui ont créé des sortes de tapis où on s'accroche au niveau de la ceinture et on peut courir en virtuel dans une arène. On se dit ouais, c'est chouette, mais quand on est dedans, on ressort en nage. Voilà, c'est tellement immersif. Alors après, évidemment, il y a toujours le phénomène où on a un peu mal au cœur, c'est un peu lourd, tout ça, mais bon, pour dire que c'est le début. Mais le meilleur reste à venir. Et aussi, ça va certainement permettre, j'imagine que dans le futur, on va peut-être réduire certains déplacements professionnels qui consomment beaucoup de carburant. Hein, parce que là, aujourd'hui, ce qu'on fait quand on est en visio, la plupart du temps, évidemment, on fait autre chose. Et là, si on a un avatar, on aura du mal à se cacher. Voilà. Et puis après, donc, dans tout un tas d'autres domaines, en fait, où la distance est un problème, la médecine, par exemple, notamment le monde de la médecine humaine, a fait pas mal d'expériences, notamment en réalité virtuelle. Des chirurgiens qui opèrent à distance, avec les casques de réalité virtuelle, des trucs de dingue. Aujourd'hui, on a pas mal de petits robots là, qui aident les pompiers, par exemple, pour investiguer dans les bâtiments. Et bien, imaginons, hop, on met le casque de réalité virtuelle, on est complètement plongé en 360 dans ce que voit le robot, ça change tout. Tout ça pour dire que c'est quelque chose, moi, qui me passionne. Évidemment, c'est pas dans mes missions prioritaires à l'école vétérinaire,
Mais en tout cas, de mon côté, je fais mon maximum pour trouver le temps pour pousser ça, parce que déjà ça me plaît. En plus, je pense que c'est l'avenir. Et puis aussi, quand je vois le regard des étudiants là qui découvrent ça pour la première fois, pour moi, ça me fait très plaisir et ça me donne envie de continuer, quoi. Voilà. On te sent passionné, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense que j'ai passé le moment où je suis épaté de tout. Là, je suis un petit peu, on va dire, sur un plateau là. J'attends de voir un nouveau bond technologique. Mais la première fois, je me souviens, où j'ai vu mes mains bouger dans l'espace et quand elles se touchent physiquement, je les voyais se toucher dans le virtuel. Là, ça m'a bluffé, quoi. Tous les gens, tous les ingés, là, tous ceux qui bossent dessus, ils sont des trucs de fou, quoi. En tout cas, voilà, c'est une super aventure. Et moi, je suis très content de participer à ça, quoi. Oui, tu as l'air, c'est sûr. En plus, c'est vraiment des dossiers qu'on ne connaît pas forcément quand on parle pas à des gens comme toi, en fait, ou des gens qui sont vraiment sur ces dossiers-là. C'est vrai qu'on peut complètement passer à côté. La plupart des étudiants ne sont pas encore au courant de tous ces projets-là. Et c'est hyper intéressant de savoir que ça va arriver très bientôt. On ne parle pas d'un futur lointain où on pourra faire des visites virtuelles et des choses comme ça. C'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui va se développer. Et ça, c'est génial. Mais par contre, tu disais... Alors attends, je me rappelle plus de ta formulation exacte, mais tu disais que le meilleur restait à venir. Oui. Si je dis pas de bêtises, est-ce que tu penses pas aussi qu'on risque de tomber dans des travers qui laisseraient penser que le pire reste à venir aussi ? Alors effectivement, l'inconvénient de toute cette technologie-là, aussi bien celle-ci que d'autres, notamment au niveau smartphone, le risque en fait, c'est de retrouver beaucoup de gens qui sont accros au point de rester en permanence dans ces mondes virtuels. Et puis surtout de ne plus avoir envie, par exemple, d'aller voir les vrais gens pour une réunion, justement, comme on disait tout à l'heure. Et ça, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui en sont conscients, notamment en Chine. Là, et on voit clairement qu'ils ont conscience que les jeunes générations sont trop accros aux jeux vidéo. Donc, ils sont en train de limiter le temps d'utilisation de ces périphériques-là. Et effectivement, la réalité virtuelle, je m'en rends compte complètement, c'est encore plus immersif que de jouer sur un écran d'ordinateur ou une console de jeu. On voit pas le temps défiler. C'est un peu comme le concept des réseaux sociaux, où il y en a qui passent leur temps à écrire des messages. Et puis après, évidemment, si on va dans l'extrême, on pourrait se faire, par exemple, cyberharceler dans le métaverse. Je crois que ça arrivait une fois dernièrement. Oui, il y a toujours des idiots qui tentent des choses. Mais voilà, je pense que toutes ces technologies sont géniales. Il faut les utiliser, par contre, avec modération, un peu comme d'autres choses. Sinon, après, en cas d'excès, on arrive à des dérapages incontrôlés et incontrôlables. Et puis ensuite, au niveau technologie, ça consommera, et ça consomme déjà, beaucoup d'énergie. Oui. Alors, c'est pas la seule, évidemment, mais en fait, de plus en plus, on se rend pas compte avec tout ce qu'on met en place au niveau technologique, et notamment la 5G, on va consommer de plus en plus d'électricité. Et on se rend pas compte aussi de ce qu'il y a derrière en termes de ressources, de consommation de ressources. D'accord. Et j'espère qu'il y aura une conscience qui va aussi être apportée à l'utilisation de toute cette technologie-là. C'est qu'en fait, il y a le côté ludique, pédagogique, tout ce qu'on veut, mais derrière, ça n'a pas un coût zéro, quoi. Oui, c'est vrai que ces données, on les a pas forcément en tête quand on utilise du numérique tous les jours. On réfléchit pas nécessairement à notre impact réel. On nous parle de l'impact carbone des technologies, mais on n'a pas de vraie quantification dans notre tête de ce qu'on est en train de coûter à l'environnement. Autant dans un Toulouse-Paris, en avion, on le perçoit clairement. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est caché pour nous. Voilà, donc c'est pour ça, voilà. Moi j'adore ces technologies-là, je suis très motivé pour les utiliser et très motivé pour les faire découvrir. Par contre, en même temps, j'espère que dans les prochaines années, on aura conscience aussi que de faire tout virtuel, tout numérique, tout digital, ça a un coût énergétique énorme. Dans quelques années, j'espère qu'on aura conscience qu'il faut un peu calmer le jeu, ou du moins mettre peut-être une étiquette éco-responsabilité là, sur les produits. Xavier et Nicolas, est-ce que vous voyez enseigner potentiellement en ligne, en réalité virtuelle, comme ça, dans quelques années, peut-être à une autre école vétérinaire française ou quelque chose comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager ? Envisager, oui. Faire que ça, je sais pas. Faut voir comment ça joue sur l'interaction avec les étudiants, avec l'animal. Ça pourra se faire peut-être, mais ça remplacera quand même pas la présence. Non, je suis entièrement d'accord. Je pense que ça va venir compléter, sans doute. Moi, je vois les applications médicales. Moi qui suis clinicien, je suis tout à fait sensible à ces idées, effectivement, à la fois de pouvoir avoir accès à beaucoup plus d'informations plus facilement, typiquement lors d'interventions chirurgicales, la notion de pouvoir avoir accès à des compétences distantes. Après, je pense que le contact humain dans notre métier, il est indispensable. Donc, je pense qu'on ne pourra pas tout baser sur du virtuel. Oui. Et alors après, le risque que je vois aussi dans la multiplication de ces expériences virtuelles, c'est qu'on fasse exploser le temps étudiant. C'est-à-dire, on crée quelque chose, une expérience virtuelle là, qui dure 1 heure, et il faut la passer, il faut faire 1 heure. Bon, mais hop, j'en fais une deuxième, et puis 3, et puis 4. Et puis la veille, je dis aussi bien, mais pour demain,
dans 3 mois, peu importe, il faudra que vous ayez fait ça et ça. Mais ça prend quand même du temps. Il faudra l'intégrer à l'emploi du temps. Quand moi j'étais étudiant, il n'y avait pas les présentations PowerPoint, c'était du rétroprojecteur. L'enseignant, le plus technicien, il imprimait sur un transparent et le moins, il dessinait sur son transparent. Et j'en sautais, Tommy, il faisait les dessins en direct au tableau. Et puis maintenant, on les copie et finalement, ça coûte rien d'envoyer 5 planches, 10 planches, 100 planches par mail aux étudiants. Mais vous regarderez tout ça. C'est cette multiplication de l'information sur laquelle il me semble il faut être vigilant. Ça fait une surcharge cognitive importante là. Avant, en présentiel, je fais une réunion, j'ai rien avec moi, j'écoute, je ressors, on va dire, bien. Là maintenant, il y a des réunions, je sors épuisé, sans comprendre pourquoi, parce qu'en fait, je faisais trop de choses en parallèle. Oui, d'accord. Je rejoins tout à fait Xavier là-dessus. C'est qu'après, voilà, c'est aussi, il va falloir mettre aussi des freins. Aujourd'hui, tout le monde veut faire son appli, puis il va y avoir un tri automatique. Sinon, on doit avoir l'appli de machin, la petite chose. Oui, c'est sûr, une espèce de sélection un peu des plus performantes, des plus utiles. Oui. Je vois. Effectivement, vous le disiez, le numérique a apporté énormément de choses à l'enseignement, même à l'école, là en particulier, le NVT. Notamment ce super podcast, dont la chronique phare est sur le point de débuter, puisque je vais me permettre d'introduire Nicolas. Quel stress, quel stress. Avec sa chronique du jour sur un personnage historique. De qui vas-tu nous parler aujourd'hui, Nicolas ? Je vais vous parler d'Emmanuel Leclinch. Quelle figure, cet Emmanuel Leclinch. Un visionnaire, l'un des pères de l'enseignement vétérinaire moderne. Parce que Leclinch, c'est pas qu'un amphi. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais, pas du tout. Voilà. Donc, baptisé en 2014, donc un petit peu tard après la vie de son homonyme, si je puis dire. Donc, Emmanuel Leclinch, c'est la personne qui a beaucoup trop écouté Pierre Sens à l'époque où il animait le Forum des métiers, puisqu'il a décidé de vivre 1000 carrières en une. Et pourtant, rien ne prédestinait Emmanuel à devenir une icône de la profession vétérinaire. Dans ses jeunes années, ce qui l'intéresse, ce sont les lettres. Il rêve de Normal Sup pour préparer une agrègue de littérature. Bon, ok. Faute de moyens, ses parents bénéficient d'une bourse du Conseil général de l'Aube, son département de naissance. Il n'est pas allé se perdre là-bas par hasard. Personne ne va dans l'Aube, évidemment. Par contre, cette bourse, elle est conditionnée au fait qu'il intègre une école d'agriculture ou une école vétérinaire. Voilà, c'était pas le dessus du panier à l'époque, donc il accepte à contre-cœur et personne n'est parfait. Il choisit l'école vétérinaire d'Alfort en 1878. Sur les conseils de son oncle qui est également vétérinaire. Et quand on regarde la carrière d'Emmanuel Leclinch, on pourrait se demander s'il ne souffrait pas du syndrome de Faubourg. Vous savez, c'est cette peur irrationnelle de ne pas choisir la bonne option qui résulte d'une indécision chronique. En effet, cet homme-là a tout fait dans sa carrière. Sitôt sorti de l'école, il rejoint son oncle et devient praticien rural dans l'Aube. La pratique médicale le lasse rapidement. Il va se présenter 4 ans après son diplôme au concours de répétiteur à l'école vétérinaire d'Alfort en pathologie médicale. À son début de carrière, il n'a absolument rien à sa disposition, ni laboratoire, ni matériel, ni personnel, et il débute par des observations cliniques. Il parle plusieurs langues, donc il est très à l'aise pour lire des publications internationales, et son amour pour l'écriture et son style lui permettent de transmettre son érudition via des publications importantes. Il est nommé chef de travaux à l'école d'Alfort en 89 et il déplore à de nombreuses reprises que l'enseignement vétérinaire se borne à des textes anciens, appris par cœur, sans ouverture aux découvertes, notamment celles de l'étranger. Il va publier le Précis de médecine vétérinaire, ouvrage qui regroupe dans une clarté rare la substantifique moelle de son enseignement. Et c'est alors qu'il attrape un virus, le virus de l'épopée pasteurienne. Parce qu'à cette époque, à l'école d'Alfort souffle un vent nouveau. Edmond Nocard, qui est un disciple de Louis Pasteur lui-même, révolutionne la science des maladies infectieuses en y appliquant les nouvelles doctrines. La thérapeutique, l'hygiène sont complètement revisitées. Et ce pionnier de la microbiologie participe par exemple à la mise au point de sérums anti-diphtérie. Et donc Leclinch, avec ses assistants, vont à Alfort écrire ensemble dans l'encyclopédie d'hygiène un article resté célèbre qui s'intitule « Les maladies des animaux transmissibles à l'homme », sujet encore d'actualité. Et c'est en 1891 bien sûr, qu'il débarque à l'ENVT. Sur concours, il va devenir professeur titulaire de la chaire de pathologie des maladies infectieuses à tout juste 31 ans, donc ce qui est très jeune. Alors les Toulousains qui voient arriver cet alforien nouveau sont un petit peu inquiets. Sera-t-il un bon enseignant ? Sera-t-il un vrai maître ? Eh bien, ils vont être très vite rassurés. En effet, cet homme assez robuste, très charismatique, qui n'est pas physiquement très beau, d'après les descriptions de l'époque, fait les 100 pas sur son estrade, sans jeter un seul œil à ses notes. Il récite dans une clarté extraordinaire son savoir. Il n'hésite même pas à citer, dit-on, des passages de publications scientifiques dans leur langue originale avec une prononciation impeccable. Côté recherche, ce grand scientifique se consacre aux maladies touchant les élevages. Citons la maladie du rouget du porc. Il va améliorer la sérothérapie, il va découvrir l'intérêt de la sérovaccination, donc de coupler la sérothérapie et le vaccin. Modeste, il déclarera toujours qu'il ne fera que ramasser les miettes du pasteurisme. Après le rouget, ce sera la vaccination contre le charbon symptomatique et enfin le sérum antigangréneux à Clostridium perfringens. Ces travaux seront très utilisés, notamment chez l'homme, durant la Première Guerre mondiale.
Alors on pourrait s'arrêter ici et se dire que finalement, un enseignant hors pair qui a dépoussiéré un savoir vieillissant et imprécis, le transformant en une science d'avenir, ok. Un chercheur mondialement reconnu, très bien, ayant sauvé ses interventions des milliers de vies animales et humaines. Mais ce serait tellement incomplet. En réalité, ça ne fait que commencer. En 1900, fort du succès de ses sérums et de ses vaccins, il obtient du ministère que l'ENVT puisse produire et délivrer elle-même le sérum contre la maladie du rouget. Les services du ministère à l'époque sont fortement réticents, mais notre savant s'adresse directement au ministre qui finit par acquiescer. Le succès est immédiat. Alors il poursuit et demande 5 ans plus tard le droit pour le compte de l'ENVT de faire de même avec ses autres produits. Cette fois-ci, ça en est trop. La réponse est non. Trop compliqué, trop lourd, trop de responsabilités. Vous imaginez, en cas de problème, que dirait-on? Une école vétérinaire. Et ce n'est pas votre mission. Alors, il va prendre son baluchon et il va aller voir ses anciens collègues et proposera à l'Institut Pasteur, où Émile Roux, ancien ami de Nocard, est directeur. Ça sera non, trop compliqué pour des vétérinaires, voyons. Il proposera à Albert Calmette, autre ponte de la microbiologie. C'est toujours non. Qu'à cela ne tienne, le Toulousain est rusé et têtu. Avec son homologue de la chaire d'anatomie pathologique de l'ENVT et le directeur de l'époque, le professeur Lelanier, ils achètent une villa au fond d'un jardin, en région toulousaine, juste en face de la maison d'Emmanuel Leclinch. En quelques jours, la villa est transformée en laboratoire. Une dizaine de chevaux sont installés pour produire massivement les précieux sérums. Donc notre Emmanuel Leclinch est devenu entrepreneur. En 1920 sera créé sur ce site-là l'Institut de sérothérapie toulousain, dont Leclinch sera actionnaire pendant 36 ans. Vaccins, sérums et même des bactériophages, donc techniques encore utilisées aujourd'hui, seront commercialisés. Et cet institut, eh bien, vous le connaissez probablement tous, parce qu'il n'est pas tombé dans l'oubli. Il a été absorbé par l'Institut Mérieux en 68, il devient Ron Mérieux, puis Mérial en 97, avant de passer sous la bannière de Boehringer Ingelheim, cédé par Sanofi. Et il est toujours sur son site d'origine, à quelques centaines de mètres de l'école vétérinaire, donc chemin du Claquet. C'est encore aujourd'hui un endroit où on fabrique des sérums et des vaccins. Et vous pensez que c'est fini? Non, toujours pas. Je vous l'ai dit, 1000 carrières, le bonhomme. Incroyable. 1903, il s'invente une carrière de journaliste. Le voilà qui fonde la Revue Générale de Médecine Vétérinaire. Alors bien sûr, publication scientifique. Mais entre deux, il n'hésite pas à critiquer les institutions de la profession, pointant tout ce qui, selon lui, devait changer. En 1911, cet agitateur est repéré par les services du ministère qui le convoque. Le ministre en personne le reçoit et le nomme inspecteur général, directeur des services sanitaires au ministère de l'Agriculture. Bien que triste de quitter ses activités toulousaines, il y voit l'occasion unique de faire triompher ses idées. En 1923, il cumulera même ses fonctions avec celles d'inspecteur général des écoles vétérinaires, ce qui en fait clairement le maître incontesté de la profession vétérinaire à ce moment-là. Et il entend en profiter pour réformer à la fois l'enseignement et la place du vétérinaire dans la société. Sa conception du vétérinaire est novatrice. Il dit « Il n'interviendra plus dans les élevages comme un agent de police, mais comme un conseiller sanitaire. » Il mise la réussite de l'élevage sur l'hygiène, une discipline qui pose les bases des productions animales modernes. Il cite encore « Combattre les maladies, ce n'est pas seulement sauvegarder des intérêts financiers, c'est répondre à une nécessité vitale de tous les temps et de l'heure présente. C'est assurer l'existence des individus et des peuples. » Une maxime bien d'actualité en ces temps de pandémie. Alors, l'élevage, il dit encore, n'est autre chose que l'hygiène en action. C'est une phrase qui restera célèbre sous le terme d'aphorisme Leclinch. Il va également réorganiser et unifier les services vétérinaires à leur éparse et imposer la technique au-dessus de l'administratif. Mais par-dessus tout, notre ami Leclinch a un ennemi. Et son ennemi, c'est l'empirisme. Alors par empirique, à l'époque, on entendait la vaste famille des guérisseurs, ce qui incluait, et c'est pas très flatteur pour eux, les maréchaux ferrants. Cette famille de guérisseurs qui a longtemps soigné librement les animaux, il faut rappeler qu'à cette époque, l'exercice est libre, n'importe qui peut soigner les animaux, et qui ont profité d'une absence de réglementation pour étendre leur champ d'activité. Donc le maréchal ferrant, qui soignait le principe le pied, se mettait à délivrer des traitements divers et variés. Et seule la surveillance des maladies contagieuses, et la surveillance seulement, était confiée aux vétérinaires. Je vous parlais à l'instant de la Revue Générale de Médecine Vétérinaire. Dès son premier numéro en 1903, Leclinch mène une charge contre ce qu'il appelle l'empirisme organisé. Il veut que la science, la démonstration scientifique, soit la base du métier de vétérinaire. Pour cela, il a bien compris que l'angle politique serait indispensable. En 1923, Leclinch est devenu un conseiller très influent des ministres. Il ne supporte plus que la médecine vétérinaire ne soit pas reconnue à sa juste place. Pour lui, la solution est claire. Il faut un doctorat vétérinaire, un diplôme dédié, égal des autres disciplines médicales. Il sera à l'origine de la loi du 31 juillet 1923 qui instaure le diplôme d'état de docteur vétérinaire, véritable diplôme du supérieur qui va hisser les ENV au rang d'université. Il introduit dans le texte un article qui protège le titre et le diplôme de vétérinaire qui ne peut plus désormais être utilisé par les empiriques. Le doctorat vétérinaire est légal dans la loi des doctorats de pharmacie, de chirurgie dentaire et de médecine. Mais son combat n'est pas encore fini. Ce précurseur du One Health, avant même l'invention du terme, fonde en 1924 l'OIE, l'Office international des épizooties, qu'aujourd'hui on connaît bien sous l'appellation d'Organisation mondiale de la santé animale. Il va réussir à accorder une vingtaine de pays en s'appuyant sur son prestige à l'international. Dès la première réunion, il dénonce les retards ou les lacunes en matière de lutte contre les maladies contagieuses et de santé publique.
Ce nouvel outil lui permet directement et indirectement de livrer une nouvelle charge vis-à-vis des empiriques. Ainsi, je le cite, « Un pays qui tolère l'empirisme ne peut exercer un contrôle réputé suffisant pour sa propre situation sanitaire. » Après avoir mis en place un système de lutte contre les maladies contagieuses propres aux vétérinaires, après avoir protégé civilement et pénalement le titre de vétérinaire avec ce doctorat, il ne restait plus qu'une seule barrière, il fallait instaurer réglementairement l'exercice de la médecine vétérinaire exclusif pour les vétérinaires. En 1934, il est l'initiateur du dernier projet de loi déposé devant la Chambre des députés par le ministre de l'Agriculture. Et ce projet de loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire est finalement adopté le 17 juin 1938. Dorénavant, seuls les titulaires du diplôme vétérinaire seront en droit de prodiguer des soins. L'exercice illégal est défini, sévèrement réprimé, et les maréchaux ferrants garderont uniquement le droit de pratiquer tous les soins du pied. Ainsi, on clôt 140 années de débat. On lui doit encore l'instauration de la prophylaxie sur la tuberculose ou la loi inspection et salubrité des viandes en 1933, mais je crains d'endormir tout le monde. Donc on va conclure. Aujourd'hui, Emmanuel Leclinch serait sans doute parfaitement en accord avec la demande très récente de l'Académie vétérinaire, qu'il a élevée au plus haut rang, entre parenthèses, de faire inscrire les vétérinaires dans les professions de santé. Grand officier de la Légion d'honneur, président de l'Académie des sciences, un parcours qui jamais ne s'arrête. Vétérinaire, praticien, enseignant, chercheur, journaliste, académicien, administrateur, presque homme politique et diplomate, plus que nul autre, Emmanuel Leclinch aura démontré la polyvalence du vétérinaire. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés, avait dit Pasteur. Il faut croire que notre Emmanuel avait fait le nécessaire quand même. Waouh. Toi aussi, apparemment, tu as fait le nécessaire avec ta chronique. Tu t'es dépassé là, j'avoue que... Merci Nicolas pour cette immersion là dans le One Health aussi. Un rappel finalement du lien entre médecin et vétérinaire qui est quelque chose d'ancien. Et d'actualité. Et finalement, l'importance de la médecine préventive, c'est encore vrai aujourd'hui. Tout à fait. On est plein dans les vaccins, la zoonose, tout à fait. Ah ouais, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue que toute la profession vétérinaire soit encore encadrée par des choses qui ont été faites il y a 100 ans par cet homme, quoi. Oui. Je trouve ça incroyable, tout simplement. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Merci déjà en tout cas à l'Amicale et à mon colocataire Hugo Brun qui ont permis à ce podcast de voir le jour. Je tiens à les remercier quand même à chaque épisode pour l'instant. On verra. Ça restera peut-être. Pour l'instant, je ne les ai pas oubliés. Là, on est au 2e épisode, donc ça va. Merci évidemment Nicolas d'avoir travaillé avec moi sur ce podcast. Merci Henrik et Xavier d'être venus avec nous et d'avoir parlé un peu pendant 2 heures aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour l'invitation. C'est très enrichissant, très intéressant. Et on a passé un moment très agréable. Tant mieux. Et puis du coup, moi, ça me change un petit peu de mon domaine purement, on va dire, technique, informatique. Donc, j'apprécie vraiment ce moment, quoi. Ok, merci beaucoup. Parfait. Je suis content si vous quand vous voulez. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Merci Philippe également pour toute l'organisation et pour l'idée géniale de ce podcast. Merci à ceux qui nous écoutent également. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'adresse mail chroniquedutouche@gmail.com. On est à l'écoute de vos suggestions et de vos commentaires. Ça nous fera toujours plaisir. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.